Imaginez le scénario impossible. Les États-Unis, la plus grande puissance industrielle du monde, supplient la Grande-Bretagne de leur prêter un porte-avions en pleine guerre mondiale. Londres accepte, mais à une condition étrange. Le navire gardera son équipage britannique tout en portant les couleurs américaines. Une mascarade qui défie toute logique militaire. Mais pourquoi Washington a-t-il accepté de jouer ce jeu dangereux? Dans les salles de commandement de Pearl Harbor, l'atmosphère est étouffante. Les officiers supérieurs étudient les cartes du Pacifique avec une inquiétude croissante. La marine impériale japonaise possède encore une flotte de porte-avions opérationnels, des pilotes expérimentés et une confiance absolue après Pearl Harbor. Si Tokyo décide de lancer une nouvelle offensive majeure maintenant, les États-Unis n'auront tout simplement pas assez de navires pour répondre. Guadalcanal, cette île insignifiante qui est devenue le symbole de la résistance américaine, pourrait tomber en quelques jours. Toute la stratégie du Pacifique s'écroulerait comme un château de cartes. Les communications militaires les plus secrètes traversent l'Atlantique. Des messages codés partent de Washington vers Londres. Le président Roosevelt lui-même prend contact avec le Premier ministre Churchill. Les conversations sont tendues, difficiles, presque impossibles. La Royal Navy combat les sous-marins allemands dans l'Atlantique, affronte la flotte italienne en Méditerranée, protège les convois vers l'Union soviétique dans les eaux glaciales de l'Arctique. Chaque navire britannique est déjà assigné à une mission vitale. Demander à Londres de sacrifier un porte-avions pour le Pacifique semble absurde. Pourtant, quelque chose d'extraordinaire se produit. Churchill accepte, mais pas n'importe quel navire. Il propose un porte-avions qui a déjà combattu les Allemands, qui a participé à la chasse du légendaire cuirassé Bismarck, qui a survécu aux raids dangereux dans les fjords norvégiens. Un navire avec un équipage endurci par 2 années de guerre brutale. Les Américains sont soulagés, mais une question demeure. Comment intégrer un navire britannique dans une flotte américaine sans créer de confusion totale? La solution proposée par l'amirauté britannique est si audacieuse qu'elle semble sortir d'un roman d'espionnage. Le porte-avions britannique va traverser l'Atlantique, entrer dans un chantier naval américain et ressortir transformé. Il portera des couleurs américaines, des radars américains, des systèmes de communication américains. Mais son équipage restera britannique. Ses marins porteront des uniformes américains tout en parlant avec leurs accents de Londres, d'Écosse et du pays de Galles. Ce navire aura un nom de code américain, mais tout le monde saura qu'il s'agit d'une imposture nécessaire. En décembre 1942, un porte-avions quitte l'Écosse dans le plus grand secret. Il traverse l'Atlantique Nord pendant l'hiver, affrontant des vagues gigantesques et un froid mordant. Sa destination, les chantiers navals de Norfolk en Virginie. Là-bas, des centaines d'ouvriers américains l'attendent avec des instructions très précises. Ils doivent transformer ce navire britannique en quelque chose qui ressemble à un navire américain, du moins en apparence. Mais le temps presse terriblement. Chaque jour perdu est un jour où la flotte japonaise peut frapper à nouveau. Les travaux commencent immédiatement. Le navire entre en cale sèche. Des équipes d'ingénieurs grimpent à bord avec des plans détaillés. Ils arrachent les vieux systèmes de communication britanniques et installent des équipements américains flambant neufs. Les radars sont remplacés. Les systèmes de défense anti-aérienne sont renforcés. La poupe du navire est étendue de 3 mètres pour accueillir davantage de canons. Dans les hangars, les vieux avions torpilleurs britanniques sont remplacés par des bombardiers torpilleurs américains TBM Avenger. Des monstres de métal bien plus lourds que tout ce que le navire a transporté auparavant. Pendant ce temps, l'équipage britannique reçoit un entraînement intensif. Des instructeurs américains leur apprennent les procédures de communication, les indicatifs radio, les signaux entre navires. Les pilotes britanniques doivent s'habituer aux avions américains, aux différentes techniques de décollage et d'appontage. Tout doit être parfait, car la moindre erreur en combat pourrait coûter des centaines de vies. Les Britanniques s'adaptent rapidement, mais l'étrangeté de la situation ne leur échappe pas. Ils portent maintenant des uniformes tropicaux de la marine américaine, mais restent payés par la couronne britannique. Le 20 janvier 1943, le navire quitte Norfolk. Il navigue vers le Pacifique via le canal de Panama, puis met le cap sur Pearl Harbor. Là-bas, de nouvelles modifications l'attendent. Encore plus de canons anti-aériens, encore plus de câbles d'arrêt pour les avions lourds, une nouvelle couche de peinture bleue
pour remplacer le camouflage gris de la Royal Navy. Quand le navire quitte enfin Pearl Harbor le 8 mai, il est méconnaissable. Officiellement, il porte maintenant un nom américain, USS Robin. Mais tout le monde à bord sait la vérité. Ce navire reste britannique dans l'âme, même s'il arbore fièrement les couleurs américaines pour tromper l'ennemi. Le programme naval de 1936 autorise la construction de 4 porte-avions de classe Illustrious. Ces navires doivent être différents de tout ce qui existe. Les ingénieurs britanniques conçoivent quelque chose de révolutionnaire, un pont d'envol blindé capable de résister aux bombes ennemies. Cette protection coûte cher en poids et en espace, mais elle pourrait sauver des milliers de vies. Le 3e navire de cette classe reçoit un nom prestigieux, Victorious, qui signifie victorieux en français. Un nom prophétique pour un navire destiné à traverser les batailles les plus dangereuses de la guerre. La construction commence en 1937 dans les chantiers navals Vickers-Armstrong à Newcastle, au bord de la rivière Tyne. Des milliers d'ouvriers travaillent sur cette masse de métal géante. Le navire mesure plus de 230 mètres de long et peut transporter jusqu'à 36 avions dans ses hangars. Son pont blindé fait près de 8 cm d'épaisseur, suffisamment épais pour arrêter une bombe de 250 kg. Mais cette protection a un prix. Le traité naval de Londres limite le tonnage à 23 000 tonnes, ce qui force les concepteurs à faire des compromis douloureux sur la capacité en avion. Le navire est lancé en septembre 1939, juste au moment où la guerre éclate en Europe. Mais il n'est pas encore prêt pour le combat. Il faut des mois supplémentaires pour installer tous les systèmes, former l'équipage, tester les machines. La Royal Navy est impatiente, car la guerre maritime fait déjà rage dans l'Atlantique. Les sous-marins allemands coulent des dizaines de navires marchands chaque mois. Les cuirassés allemands menacent les convois vitaux. Chaque porte-avions compte désormais. En mai 1941, le Victorious est enfin prêt, mais dans la précipitation. Le navire reçoit l'ordre de partir immédiatement pour sa première mission, une mission qui devrait normalement attendre des mois d'entraînement supplémentaires. L'amirauté britannique n'a pas le choix. Le cuirassé allemand Bismarck vient de quitter les eaux norvégiennes et menace d'entrer dans l'Atlantique. Si ce monstre de 50 000 tonnes atteint les routes maritimes, il pourrait détruire les convois de ravitaillement qui maintiennent la Grande-Bretagne en vie. Le Victorious rejoint en urgence la flotte de chasse. À son bord, seulement 9 bombardiers torpilleurs Fairey Swordfish et 2 chasseurs Fulmar, bien loin de sa capacité maximale. Ces avions semblent sortis d'une autre époque avec leur structure en toile et leurs 2 ailes superposées. Face aux Bismarck ultramodernes, ils paraissent ridicules. Mais ces vieux appareils cachent une résilience surprenante. Le 24 mai au soir, alors que la lumière décline sur l'Atlantique Nord, les 9 Swordfish décollent dans des conditions météorologiques épouvantables. Les pilotes volent à travers la pluie et les nuages bas. Ils savent que le Bismarck possède une défense anti-aérienne redoutable. Quand ils aperçoivent enfin le cuirassé géant, celui-ci ouvre le feu immédiatement. Le ciel s'illumine de traceurs rouges et d'explosions. Les Swordfish plongent vers leur cible malgré ce mur de feu. L'un d'eux réussit l'impossible. Sa torpille frappe la ceinture blindée du Bismarck. Les dégâts sont mineurs, mais ce coup montre au commandement allemand qu'ils ne sont pas invulnérables. Miraculeusement, aucun Swordfish n'est abattu pendant l'attaque. Le retour vers le Victorious devient un cauchemar. Dans l'obscurité totale, la balise de guidage du porte-avions tombe en panne. Les pilotes volent à l'aveugle, cherchant désespérément leur navire dans la nuit noire. Les 2 Fulmar manquent de carburant et doivent amérir en catastrophe. Leurs équipages sont récupérés sains et saufs, mais les avions sont perdus. Après cette nuit éprouvante, le Victorious reçoit l'ordre de se retirer. 3 jours plus tard, d'autres avions britanniques venus du porte-avions Ark Royal réussiront à détruire le gouvernail du Bismarck, condamnant le géant allemand à couler sous les obus de la Royal Navy. Les mois suivants sont intenses. En juin, un avion du Victorious repère un navire de ravitaillement allemand, le Gonsenheim, au nord des Açores. Des chasseurs Hurricane décollent et attaquent le navire ennemi jusqu'à ce qu'il se rende. Quand le porte-avions rentre à sa base de Scapa Flow en Écosse, plusieurs prisonniers allemands sont enfermés dans ses cales. Le navire enchaîne ensuite les missions dangereuses. Il escorte des convois vers Mourmansk en Russie, traverse les eaux glaciales de l'Arctique où les vagues peuvent atteindre 15 mètres de haut. Fin juillet,
le Victorious participe à un raid audacieux contre les ports norvégiens de Kirkenes et Petsamo, contrôlés par les Allemands. Les avions britanniques bombardent les installations ennemies, mais la défense allemande est féroce. 13 appareils du Victorious sont abattus en une seule journée. C'est une perte catastrophique qui montre la brutalité de la guerre aérienne. En septembre, le navire attaque des cibles en Norvège et en Suède. Chaque mission est un pari avec la mort. Octobre apporte une nouvelle alerte. Les services de renseignement britanniques, grâce au décryptage des codes Enigma allemands, découvrent que les cuirassés allemands Tirpitz et Scheer préparent une sortie dans l'Atlantique. Le Victorious et toute la Home Fleet britannique prennent la mer pour intercepter cette menace. Pendant des semaines, ils patrouillent dans des conditions météorologiques abominables, cherchant un ennemi qui pourrait surgir à tout moment. Finalement, Hitler annule l'opération allemande, craignant de perdre ses précieux navires. Le Victorious rentre à Scapa Flow, épuisé mais intact. L'année 1942 commence par de nouvelles missions périlleuses. En mars et avril, le porte-avions escorte des convois vers l'Union soviétique à travers l'Arctique, où la température descend à -30 degrés. Les marins doivent casser la glace qui se forme sur le pont pour éviter que le navire ne devienne trop lourd. Pendant l'une de ces missions, des avions du Victorious tentent de bombarder le Tirpitz, caché dans un fjord norvégien. 2 appareils sont perdus, sans réussir à endommager le cuirassé allemand. Le navire fait escale aux Bermudes pour se ravitailler, puis continue vers la côte américaine. Le 11 janvier 1943, il entre dans le chantier naval de Norfolk, en Virginie. Ce qui se passe ensuite dépasse tout ce que l'équipage aurait pu imaginer. Des centaines d'ouvriers américains envahissent le navire avec leurs outils, leurs plans, leurs caisses d'équipement. Le Victorious entre en cale sèche, immobilisé comme un géant endormi. Les travaux commencent immédiatement et ne s'arrêteront pas avant des semaines. Les ingénieurs américains arrachent d'abord tous les systèmes de communication britanniques. Ces équipements ne sont pas compatibles avec les standards de l'US Navy. Chaque câble, chaque radio, chaque émetteur est démonté et remplacé. Le nouveau système installé s'appelle Talk Between Ships, une technologie américaine qui permet aux navires de communiquer rapidement sans risque d'interception ennemie. 2 machines de chiffrement ultra secrètes sont installées dans une salle sécurisée. Seuls quelques officiers auront l'autorisation d'y accéder. Les radars subissent le même traitement radical. Les anciens radars britanniques fonctionnent sur des fréquences différentes des appareils américains. Cette incompatibilité pourrait causer des catastrophes en pleine bataille. Les techniciens installent donc des radars de surface et aériens flambant neufs, capables de détecter les avions ennemis à plus de 100 km. Un système de guidage YB est ajouté pour aider les pilotes à retrouver le porte-avions dans l'obscurité ou par mauvais temps. C'est exactement ce qui a manqué lors de la chasse au Bismarck 2 ans plus tôt. La modification la plus spectaculaire concerne la poupe du navire. Les ouvriers découpent le pont arrière et ajoutent une extension de 3 mètres. Cette plateforme supplémentaire accueille une galerie entière de canons anti-aériens de 20 mm. 20 nouvelles armes sont installées, doublant presque la capacité défensive du navire contre les attaques aériennes. Dans le Pacifique, où les avions japonais attaquent en essaim serré, cette puissance de feu supplémentaire pourrait faire la différence entre la vie et la mort. Les hangars intérieurs reçoivent un nouveau système anti-incendie automatique. Les Américains ont appris de douloureuses leçons lors des batailles de la mer de Corail et de Midway, où des incendies incontrôlés ont détruit des porte-avions entiers en quelques heures. Des gicleurs sont installés partout, prêts à inonder les hangars de mousse chimique au moindre signe de flamme. Une nouvelle station de contrôle est construite sur le pont du hangar, permettant aux officiers de coordonner les opérations même pendant les combats les plus chaotiques. Puis vient le moment le plus délicat, le remplacement des avions. Les vieux bombardiers torpilleurs Fairey Albacore britanniques sont débarqués et remplacés par des General Motors TBM Avenger américains. Ces appareils sont des monstres comparés aux anciens biplans britanniques. Chaque Avenger pèse plus de 7000 kg à vide et peut transporter une torpille de presque 1 tonne. Le problème est évident. Les câbles d'arrêt du Victorious ont été conçus pour des avions 2 fois plus légers. Les ingénieurs renforcent donc tous les câbles d'arrêt. Les crochets qui retiennent les avions lors de l'appontage
sont modifiés pour supporter le poids brutal des Avengers. Les tests sont effectués encore et encore. Un seul câble qui cède pendant un appontage et l'avion s'écrasera contre les autres appareils garés sur le pont, provoquant peut-être une explosion catastrophique. Rien ne peut être laissé au hasard. Chaque modification est vérifiée 3 fois avant d'être approuvée. Pendant que les ouvriers transforment le navire, l'équipage britannique subit sa propre métamorphose. Des instructeurs de l'US Navy arrivent à Norfolk avec des manuels épais et des tableaux compliqués. Ils enseignent aux Britanniques les procédures américaines de communication radio. Les indicatifs d'appel, les codes d'urgence, les signaux entre navires, tout est différent. Un officier britannique qui utiliserait par erreur une procédure de la Royal Navy pendant une bataille pourrait semer la confusion dans toute la flotte. Les pilotes reçoivent un entraînement encore plus intense. Piloter un TBM Avenger n'a rien à voir avec piloter un Albacore. L'avion américain est plus rapide, plus lourd, plus difficile à contrôler lors de l'appontage. Les pilotes britanniques effectuent des dizaines de décollages et d'atterrissages d'entraînement. Certains commettent des erreurs terrifiantes au début, manquant de peu les câbles d'arrêt ou frôlant le bord du pont. Mais ils apprennent vite. Ces hommes ont survécu à 2 années de guerre contre les Allemands. Ils ne vont pas se laisser vaincre par un nouvel avion. La dernière transformation est presque surréaliste. Un jour, des caisses arrivent remplies d'uniformes tropicaux de l'US Navy. Les marins britanniques reçoivent l'ordre de ranger leurs uniformes traditionnels et d'enfiler ces vêtements américains. Beaucoup trouvent la situation absurde. Il reste des sujets britanniques, payés par la couronne, servant sous les ordres d'officiers britanniques. Mais maintenant, ils ressemblent extérieurement à des marins américains. Cette mascarade a un but précis. Si le navire est photographié par des avions de reconnaissance japonais, l'ennemi ne doit voir qu'un porte-avions américain ordinaire. Le travail à Norfolk dure presque 3 mois. Quand le Victorious quitte enfin le chantier naval, il est méconnaissable. Le navire met le cap sur le canal de Panama, traverse vers le Pacifique, puis navigue vers Pearl Harbor. Là-bas, de nouvelles surprises attendent l'équipage. Les Américains veulent encore plus de modifications. 2 câbles d'arrêt supplémentaires sont installés. Davantage de canons antiaériens sont ajoutés. Les crochets d'arrêt existants sont encore renforcés après que les ingénieurs aient découvert des faiblesses potentielles. La transformation finale est visuelle mais symbolique. Le camouflage gris de la Royal Navy est entièrement repeint. Des équipes d'ouvriers passent des jours à appliquer la peinture bleue standard de l'US Navy. Le navire doit correspondre exactement au schéma de couleur du USS Saratoga, un autre porte-avions américain opérant dans le Pacifique. Vus de loin, les 2 navires doivent être impossibles à distinguer. Cette uniformité visuelle pourrait tromper les observateurs japonais et protéger le secret de cette collaboration extraordinaire. Le 8 mai 1943, le navire quitte Pearl Harbor pour sa vraie destination. Les îles Salomon dans le Pacifique Sud. Officiellement, ce navire s'appelle désormais USS Robin. Mais cette identité reste fragile comme du verre. L'équipage entier est britannique. Les pilotes parlent avec des accents de Londres. Le pavillon de la Royal Navy flotte encore discrètement à certains moments. Personne n'a d'illusion. Si des pilotes japonais photographient ce navire de près, ils reconnaîtront immédiatement le Victorious. Mais peut-être que cette reconnaissance n'aura pas d'importance. Ce qui compte, c'est d'avoir un porte-avions opérationnel de plus dans une région où chaque navire peut changer le cours de la guerre. Son chef, le contre-amiral Forrest P. Sherman, regarde avec méfiance le nouveau venu aux origines britanniques. La Task Force reçoit l'ordre de se rendre dans l'archipel des îles Salomon afin de couvrir l'invasion de la Nouvelle-Géorgie. Une opération codée Toenails, capitale pour couper les communications japonaises dans le Pacifique Sud. L'équipage du USS Robin est prévenu. Ils ne participeront pas au débarquement, mais leur mission sera tout aussi cruciale. Assurer une couverture aérienne totale pour les troupes alliées. Dès le 27 juin, la tension grimpe à bord. Les équipes de vol alternent entre Américains et Britanniques. Les marins surveillent le ciel 12 heures d'affilée, attendent la moindre alerte, testent sans relâche les aviateurs TBM Avenger. Certains pilotes britanniques simulent des situations d'urgence pour prouver leur fiabilité. Les communications radio restent épiées, chaque message vérifié. Malgré l'atmosphère d'alliance, la fatigue et la pression pèsent.
Le moindre incident pourrait faire voler en éclats ce fragile théâtre d'unité. 28 jours durant, le USS Robin reste à l'ancre, prêt à intervenir. Les rumeurs d'attaque circulent, les préparatifs s'accélèrent, mais aucune action directe n'est lancée contre les Japonais. L'équipage vit dans l'attente perpétuelle d'une bataille majeure qui ne vient jamais. Certains marins commencent à douter. La mission a-t-elle réellement un sens ou sert-elle seulement la stratégie d'apparence? Finalement, la Task Force retourne à Nouméa le 25 juillet, laissant derrière elle une opération toujours en cours. Dans les jours suivants, la nouvelle tombe. Le temps du USS Robin dans la flotte américaine touche à sa fin. Des équipes de maintenance démontent minutieusement chaque pièce d'équipement américain, redonnant au navire son visage d'origine. Les uniformes tropicaux sont rangés, les marins reprennent leur identité britannique et préparent le retour du célèbre porte-avions dans la Royal Navy. La guerre s'achève, mais le Victorious n'est pas destiné au repos. Durant les années 50, il subit une vaste modernisation. On lui installe un nouveau pont d'envol incliné, des systèmes radars avancés, et il devient l'un des porte-avions les plus impressionnants de l'après-guerre. L'équipage évolue, les pilotes s'entraînent sur des avions à réaction, mais le rythme des missions ne ralentit jamais. Les décennies passent, la tension demeure. Le destin frappe enfin en 1967. Un incendie massif éclate à bord, ravageant les installations vitales du navire. Malgré les efforts héroïques de l'équipage, les dégâts sont trop graves. Le Victorious est condamné, retiré du service peu après. 2 ans plus tard, en 1969, le porte-avions est démantelé au chantier de Faslane. Une fin dramatique pour un navire qui a traversé la moitié du globe sous 2 pavillons et qui, à chaque étape, a relevé des défis que peu d'autres auraient osé affronter. Mais son histoire ne disparaît pas. Le parcours du faux USS Robin, devenu légende, symbolise la résistance, l'adaptabilité et la créativité de 2 nations alliées face à l'urgence et au chaos mondial. Si cette page t'a fasciné, aime la vidéo, écris ton avis en commentaire et abonne-toi. D'autres histoires plus folles t'attendent.